Un récit de l'an 1901. Il existe des secrets que le silence enterre plus profond que n'importe quelle tombe, et il existe des morts qui n'ont jamais appris à rester immobiles. Le village et ses habitudes. Dans la France rurale du début du XXe siècle, il existait des endroits où le temps semblait s'être arrêté. Des villages enfouis dans les collines, loin des grandes villes qui commençaient à bourdonner d'électricité et d'ambition. Des endroits où les mêmes familles vivaient depuis des générations dans les mêmes maisons, où les mêmes chemins étaient parcourus chaque matin par les mêmes pieds, et où chaque geste du quotidien portait le poids rassurant de la répétition. Saint-Gilles-des-Brumes était l'un de ces endroits. Niche au creux d'une vallée traversée par une rivière paresseuse, le village comptait à peine 300 âmes en ce mois d'octobre 1901. Les maisons de pierre grise s'alignaient le long de la rue principale comme des vieillards assis sur un banc, silencieuses et patientes. La boulangerie ouvrait à 5 heures du matin. L'église sonnait les heures avec une régularité de métronome. Et chaque matin, avant même que les coqs ne commencent à s'agiter, on entendait le bruit familier des roues de bois sur le pave inégal. C'était Édouard Martel, le laitier. Édouard avait 42 ans, une moustache épaisse couleur de bleu mûr et des mains si calleuses qu'on aurait pu y allumer une allumette sans qu'il ne bronche. Il avait hérité de la tournée de son père, qu'il avait elle-même hérité du sien. Chaque matin, il attelait son cheval, une vieille jument grise qu'il appelait simplement la Douce, à sa charrette chargée de bouteilles de lait frais, et il parcourait les ruelles de Saint-Gilles avec la précision d'une horloge suisse. Il connaissait chaque maison, il connaissait chaque famille. Il savait qui prenait une bouteille, qui en prenait 2, et qui n'en voulait pas du tout. Il savait que la veuve Moreau laissait toujours un centime de plus que le prix demande, glisse sous la bouteille vide comme une aumône discrète. Il savait que le forgeron Gaston oubliait souvent de sortir ses bouteilles vides la nuit, et qu'il fallait alors frapper doucement à sa fenêtre pour le réveiller. Et il savait, comme tout le monde dans le village le savait, qu'au bout de la rue principale, là où le chemin se retrécissait avant de disparaître dans les champs, se trouvait la maison de la famille Vauclair, ou plutôt, ce qu'il en restait. La maison Vauclair avait autrefois été l'une des plus belles propriétés de Saint-Gilles. Un bâtiment à 2 étages, construit avec la pierre solide de la région, entoure d'un grand jardin plein de poiriers et de rosiers. On racontait que les Vauclair avaient été, il y a longtemps, une famille prospère, des marchands, disait-on, ou peut-être des notaires. Les détails s'étaient perdus avec les années, comme cela arrive toujours avec les histoires que l'on ne prend pas soin d'écrire. Ce que tout le monde savait, en revanche, c'était que la maison était vide depuis de nombreuses années. Les fenêtres étaient fermées par des volets de bois dont la peinture verte s'était écaillée jusqu'à ne plus laisser que des lambeaux grisâtres. Le jardin avait été à lui-même, et la nature avait repris ses droits avec la lenteur implacable qu'elle met à tout reconquérir. Les herbes folles avaient englouti les parterres de fleurs. Les ronces avaient escaladé la clôture de fer forge, et l'un des poiriers, frappé par la foudre 3 aides auparavant, gisait à moitié couche contre la façade, ses branches mortes tendues comme des doigts vers le ciel. La porte d'entrée, d'un bois épais et sombre, portait encore son heurtoir de cuivre, en forme de main fermée. Mais personne ne venait plus frapper. Personne n'avait de raison de le faire. Et pourtant, chaque matin, Édouard Martel déposait une bouteille de lait devant cette porte. Il l'avait toujours fait. Son père l'avait fait avant lui. C'était dans le registre des livraisons avec une simple mention en face du nom Vauclair. Une bouteille tous les matins, sans exception. Édouard n'avait jamais remis cela en question. Il y avait une commande. Il livrait. Ce n'était pas à lui de décider ce qui était raisonnable ou non. Le mystère avait commencé à prendre forme au printemps de cette même année 1901, lors d'une conversation entre Édouard et Marcel Fauvet, le boulanger, un homme court et jovial qui avait l'habitude de parler très vite et de rire à la fin de chaque phrase, même les phrases tristes. « Tu sais, » avait dit Marcel ce matin-là, en glissant une miche dans un sac de toile, « hier encore tu as laissé une bouteille devant chez Vauclair. » Comme tous les jours, avait répondu Édouard sans lever les yeux. Et tu sais qu'elle a disparu encore une fois. Édouard avait haussé les épaules. Bien sûr qu'il le savait. La bouteille vide était toujours là le lendemain, posée proprement à côté de l'endroit où il déposait la pleine. Ou plutôt, elle était censée être là. Mais depuis quelques semaines, il avait remarqué que la bouteille vide n'était plus là non plus. Seulement un espace vide sur le seuil de pierre,
Comme si la bouteille n'avait jamais existé. « Quelqu'un passe la prendre, avait-il dit. « Qui? La maison est vide depuis l'affaire. Tu le sais bien. » L'affaire. Voilà comment les gens de Saint-Gilles désignaient ce dont ils ne voulaient pas parler directement. Édouard connaissait l'affaire. Tout le monde la connaissait, même si les détails changeaient selon les versions et les années. On disait que la famille Vauclair avait quitté la maison précipitamment. Un soir d'hiver, il y avait de cela une vingtaine d'années. Personne n'avait su exactement pourquoi. Certains parlaient d'une dette. D'autres, à voix plus basse, parlaient d'autre chose. D'une mort, d'une tragédie, d'un secret trop lourd pour rester dans les murs d'une maison habitée. Ce qui était certain, c'est que depuis cette nuit-là, plus personne n'avait franchi le seuil. Les semaines passèrent. Le phénomène continua. Chaque matin, Édouard déposait une bouteille pleine devant la porte de la maison Vauclair. Chaque lendemain, la bouteille avait disparu. Sans bruit, sans trace, sans explication. Ce qui avait d'abord semblé être une simple curiosité commença peu à peu à peser sur les esprits du village. Les conversations à la boulangerie prenaient un tour différent. Les gens s'arrêtèrent davantage devant la maison quand ils passaient dans la rue, ralentissaient le pas, regardaient les volets fermes avec une attention nouvelle, comme si les fenêtres pouvaient à tout moment livrer un secret. « C'est peut-être un vagabond », dit un jour Théodore Caillet, le pharmacien, qui avait l'habitude de chercher des explications rationnelles à tout. Un homme qui s'est introduit dans la maison et qui prend le lait chaque nuit. Il y a sûrement une fenêtre cassée quelque part, ou une porte de cave mal fermée. L'idée semblait raisonnable. Quelques hommes proposèrent de faire le tour de la maison pour vérifier, mais quand ils s'approchèrent de la clôture de fer forge, quelque chose les retint. Une hésitation difficile à nommer, une sorte de résistance dans les jambes, comme si le sol lui-même ne voulait pas qu'on avance davantage. Ils regardèrent depuis la rue. Les volets étaient de ferme. Le jardin était silencieux. La porte d'entrée était intacte. Ils repartirent sans avoir répondu à la question. C'est la petite Suzanne Ferrier, une fillette de 7 ans aux tresses brunes et aux yeux très grands, qui dit la première ce que beaucoup d'adultes pensaient sans oser le formuler. Un matin d'août, alors qu'elle regardait Édouard déposer sa bouteille devant la maison Vauclair, elle lui prit la main et lui dit, avec le sérieux particulier des enfants, qui savent qu'ils disent quelque chose d'important, « C'est la dame blanche qui prend le lait, monsieur Édouard. » Édouard avait souri. Une dame blanche. Les enfants et leurs histoires. Mais la mère de Suzanne, qui se tenait quelques pas derrière, avait pâli. Et le soir même, la rumeur circulait dans tout le village. La petite avait vu quelque chose. Elle avait vu une silhouette blanche derrière l'un des volets de la maison Vauclair, une silhouette immobile qui regardait. Suzanne elle-même, interrogée par son père, n'avait pas dit qu'elle avait vu une silhouette. Elle avait dit qu'elle savait que c'était la dame blanche, comme on sait certaines choses sans les avoir vues. Mais le village avait retenu la première version. Il était plus simple d'avoir une silhouette qu'un pressentiment d'enfant. L'automne arriva avec ses brouillards matinaux et ses feuilles qui jaunissaient dans les arbres le long de la rue. Les jours raccourcirent. Le soir tombait plus tôt, et les lampes à huile s'allumaient dans les maisons dès 4 heures de l'après-midi. Et chaque matin, la bouteille disparaissait. Personne n'avait encore résolu le mystère. Les tentatives d'explication rationnelle s'étaient progressivement essoufflées. Le vagabond, suppose, n'avait jamais été vu. Aucune trace de pas dans le jardin de trempe par les pluies d'automne. Aucune fenêtre brisée, aucune lumière, aucun bruit, aucun signe d'une présence humaine ordinaire. Et pourtant la bouteille disparaissait. Il y avait maintenant dans l'attitude des habitants de Saint-Gilles une qualité nouvelle, difficile à définir mais impossible à ignorer. Quelque chose entre la fascination et la peur. Le genre de sentiment qui vous fait regarder par-dessus votre épaule en rentrant chez vous le soir, qui vous fait vérifier 2 fois que la porte est bien fermée, qui vous fait écouter les bruits de la nuit avec une attention que vous n'y mettiez pas auparavant. Armand Leclerc était menuisier. Il avait 38 ans, 2 fils, une femme appelée Hortense, qui avait les joues roses et le rire facile, et une réputation de pragmatisme qui lui valait le respect de ses voisins. Armand ne croyait pas aux fantômes. Il croyait aux lattes de plancher mal posées, aux fenêtres qui gonflent avec l'humidité, aux portes qui grincent parce qu'on a oublié de les huiler. Le monde était fait de bois, de pierre et de métal, et tout ce qui semblait mystérieux avait une explication mécanique qu'un homme patient et attentif pouvait toujours trouver. En octobre,
Lors d'une soirée chez Marcel le boulanger où plusieurs hommes du village s'étaient rassemblés autour d'un pichet de vin, la conversation était revenue, comme souvent, sur la bouteille de la maison Vauclair. « Quelqu'un devrait passer la nuit là-bas », avait dit Théodore Caillet. « Restez caché et voir ce qui se passe. » Personne n'avait répondu immédiatement. Les hommes regardèrent leurs verres ou le feu dans la cheminée. « J'irai », avait dit Armand. Il n'y avait pas eu d'héroïsme dans sa voix, aucune bravade, juste la même tonalité calme qu'il aurait utilisée pour dire qu'il irait réparer une gouttière ou couper du bois pour l'hiver. Le mercredi suivant, la nuit était claire et froide. La lune, presque pleine, éclairait la rue principale d'une lumière laiteuse, qui rendait les ombres très nettes. On était en octobre, et un vent léger faisait frémir les dernières feuilles sur les branches. Armand quitta sa maison à 11 heures du soir, après avoir embrassé Hortense sur le front. Elle ne lui avait rien dit. Elle avait appris en 20 ans de mariage que quand Armand avait décidé de quelque chose, les mots ne servaient à rien. Elle lui avait juste serré la main un peu plus fort que d'habitude. Il portait un manteau épais, une écharpe de laine grise et une petite lanterne dont il avait recouverte la flamme d'un tissu noir pour l'étouffer complètement. Pas de lumière. Il ne voulait pas être vu. Il arriva devant la maison Vauclair à 11h15. La rue était déserte. Les maisons voisines étaient éteintes. Seule la lune veillait impassible au-dessus des toits. Armand s'installa derrière le vieux chêne qui se trouvait en face de la propriété, de l'autre côté de la rue. De là, il avait une vue parfaite sur la porte d'entrée et sur la partie avant du jardin. Il pouvait voir clairement l'endroit où Édouard déposait la bouteille chaque matin, un quart de pierre plate légèrement sur l'ève devant le seuil. Il s'appuya contre l'écorce rugueuse du chêne, croisa les bras pour retenir la chaleur de son corps et attendit. Minuit passa, puis 1h du matin, puis 2h. Rien. La façade de la maison restait impassible. Les volets ne bougeaient pas. La porte ne s'ouvrait pas. Dans le jardin, les hautes herbes se balançaient doucement sous le vent, mais ce mouvement-là avait une explication simple et naturelle. Armand commença à se demander s'il n'était pas en train de perdre son temps. Peut-être que le mystère avait une explication banale qui lui avait simplement échappé. Peut-être qu'il y avait un passage souterrain ou une entrée de service cachée dans le mur du fond du jardin. Des choses comme « C » existaient dans les vieilles propriétés. Il souffla dans ses mains pour les réchauffer. Le froid s'était intensifié depuis minuit, et sa respiration formait de petits nuages blancs devant son visage. 3h du matin. C'est à ce moment-là qu'il l'entendit. Pas un bruit fort, pas un fracas, pas un cri. Quelque chose de bien plus discret, et bien plus troublant précisément parce que c'était discret. Un froissement, presque imperceptible, qui venait de l'intérieur de la maison, comme si quelque chose bougeait derrière les murs. Armand se redressa contre le chêne. Ses yeux se fixèrent sur la façade. Il retint son souffle. Silence. Puis, très lentement, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu jusqu'alors. Ou plutôt, il sentit quelque chose. Une variation dans la lumière de la lune, comme si l'air lui-même avait changé de densité devant la porte de la maison. Pas une ombre, pas une silhouette clairement définie. Plutôt une perturbation, une zone légèrement différente du reste, là où la lumière ne se posait pas tout à fait de la même façon. Et cette zone, cette présence sans forme, se trouvait exactement à l'endroit où la bouteille de lait était posée chaque matin. Les minutes qui suivirent furent les plus longues qu'Armand Leclerc eût jamais vécues. Il ne pouvait pas bouger. Non pas par peur, du moins, c'est ce qu'il se disait après quand il racontait cette nuit-là. Non, il ne bougeait pas parce qu'il avait peur de faire fuir ce qu'il regardait, parce qu'il voulait comprendre, parce que la partie de lui qui était menuisier, pragmatique, rationaliste, insistait pour qu'il reste et observe jusqu'à avoir une réponse. La perturbation lumineuse devant la porte dura peut-être 2 minutes, peut-être davantage. Le temps avait perdu sa consistance habituelle. Et puis il se passa quelque chose d'impossible. La bouteille de lait, celle qu'Édouard avait déposée la veille au matin, n'était pas sur le seuil. Il n'y avait rien sur le seuil. Armand en était certain. Il avait regardé cet endroit pendant des heures, et pourtant, en l'espace d'un battement de cœur, quelque chose apparut sur la pierre plate. Pas une bouteille. Quelque chose de plus petit, de plus plat. Quelque chose de blanc ou peut-être de jaune pâle dans la lumière de la lune, difficile à dire à cette distance. Un objet rectangulaire pose soigneusement sur le bord de la pierre, là où Édouard déposait toujours ses bouteilles.
et la perturbation lumineuse avait disparu. Armand attendit encore une longue minute, puis une autre. La rue était redevenue parfaitement ordinaire. Le vent soufflait toujours dans les herbes du jardin. La lune brillait toujours, rien ne bougeait. Il traversa la rue. Il s'arrêta devant la clôture de fer forge, dont les pointes rouillées se découpaient contre le ciel nocturne. Il regarda l'allée du jardin, quelques mètres de terre battue et d'herbes folles, puis la porte de la maison. L'objet était bien là. Il pouvait le voir maintenant plus clairement. C'était une enveloppe de papier épais, légèrement jaunie par le temps, posée à plat sur la pierre du seuil, avec la précision d'un geste intentionnel. Armand poussa le portail de fer. Il grinça, un son aigu métallique qui sembla se propager dans toute la rue endormie. Armand s'arrêta, tendit l'oreille. Rien. Il continua. Il traversa le jardin en quelques enjambées prudentes, évitant les ronces qui s'accrochaient à son manteau comme des mains miniatures. Il atteignit le seuil de la maison. Il se pencha et ramassa l'enveloppe. Elle était froide. D'une froideur qui dépassait de loin la fraîcheur de la nuit d'octobre. Une froideur que l'on associe ordinairement aux caves profondes, aux puits anciens, aux endroits où la chaleur du monde n'a jamais réussi à pénétrer. Armand la retourna dans ses mains. Il n'y avait pas d'adresse, pas de nom, juste le papier jauni, épais, qui semblait avoir été conservé quelque part à l'abri de la lumière pendant très longtemps. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une seule feuille. Et sur cette feuille, une seule ligne d'une écriture petite et régulière, à l'encre noire devenue brun-gris avec l'âge. « Je sais que vous regardez. Venez demain soir, entrez. La porte ne sera pas fermée. » Armand resta immobile devant la porte pendant un long moment, la lettre entre les mains, le cœur battant d'une façon qui n'avait plus rien à voir avec le froid. Puis il rentra chez lui sans se retourner. Il ne dormit pas de la nuit. Il était allongé dans le noir à côte d'Hortense, qui respirait doucement dans son sommeil, et il regardait le plafond en tenant la lettre sur sa poitrine, sous les draps. Il la sentait entre ses doigts, ce papier épais, cette froideur qui semblait ne pas vouloir s'effacer, même au contact de la chaleur de ses mains. Il essaya de raisonner. Quelqu'un vivait dans cette maison. Quelqu'un qui avait eu accès à du vieux papier et de la vieille encre. Quelqu'un qui était capable de se déplacer sans être vu, de déposer un objet sur un seuil sans laisser de traces, d'attendre dans l'obscurité que les curieux viennent regarder pour leur laisser un message. Un excentrique, un ermite, un fou doux peut-être. Ces explications tenaient. Elles étaient cohérentes. Il pouvait les placer les unes à côté des autres et construire quelque chose qui ressemblait à une logique. Mais il y avait une chose qu'il ne réussissait pas à placer dans cette logique-là. La froideur de l'enveloppe. Cette froideur qui n'était pas celle d'un objet laissé dehors par une nuit d'octobre. C'était autre chose, une froideur qui venait de l'intérieur, comme si l'objet avait été de conserve dans un endroit où la chaleur n'existait pas, comme si l'objet venait d'un endroit qui n'appartenait plus tout à fait au monde des vivants. Il chassa cette pensée, et elle revint, et il la chassa encore. Le lendemain matin, il alla travailler comme d'habitude. Il posa des planches, assembla un cadre de porte pour la maison du maire, mangea son pain et son fromage à midi assis sur un muret. Il dit bonjour aux gens qu'il croisait, il sourit à ceux qui lui parlaient. Il fit tout ce qu'un homme ordinaire fait dans une journée ordinaire. Mais il ne parla à personne de la lettre. Et quand vint le soir, quand le ciel passa du gris au violet puis au noir, et que les lampes s'allumèrent une à une dans les fenêtres du village, il remit son manteau, prit sa lanterne et sortit. Cette fois, il ne s'arrêta pas de l'autre côté de la rue. Il alla directement vers la clôture de fer forge, poussa le portail qui grinça comme la nuit précédente, traversa le jardin et posa la main sur la porte de la maison Vauclair. Elle s'ouvrit. Pas de résistance, pas de verrou. La porte pivota dans l'obscurité comme si elle l'attendait, comme si elle avait été maintenue fermée par la seule tension de quelqu'un qui attend et qui finit par relâcher cette tension à votre approche. Armand entra. L'intérieur sentait l'humidité, la poussière et quelque chose d'autre, une odeur douce et légèrement écœurante, qu'il ne sut pas tout de suite identifier et qu'il reconnut seulement plus tard. L'odeur des fleurs séchées depuis très longtemps. Des fleurs mortes depuis des années, dont le parfum subsistait encore comme une habitude que le monde n'avait pas réussi à effacer. Il leva sa lanterne.
Le couloir d'entrée se revela dans le cercle de lumière jaune. Un sol de carrelage noir et blanc couvert d'une fine couche de poussière, des murs lambrisses dont la peinture s'était craquelée en milliers de petites écailles, un porte-manteau de bois sombre auquel pendait encore un manteau de femme, long, noir, d'une coupe ancienne, comme si sa propriétaire venait de le poser là en rentrant. Au fond du couloir, un escalier montait vers l'étage, et sous l'escalier, une porte entr'ouverte laissait filtrer une lumière. Une vraie lumière cette fois, pas celle de la lune. Une lumière chaude et tremblante, une bougie ou une lampe à huile. Armand s'avança vers la porte. La pièce derrière la porte était ce qui avait dû être, autrefois, un salon ou une salle de réception. Elle était grande, avec un plafond haut dont les moulures étaient maintenant recouvertes de toiles d'araignée. Les meubles étaient encore là, un canapé recouvert d'un drap blanc jauni, une table basse, 2 fauteuils. Tout était couvert de poussière, tout était immobile avec la rigidité des choses abandonnées depuis trop longtemps. Au centre de la pièce, sur la table basse, il y avait une lampe à huile allumée, et dans l'un des fauteuils, il y avait une femme. Elle était assise très droite, les mains posées à plat sur les genoux, les yeux fixes sur la porte, comme si elle savait exactement à quel moment Armand allait apparaître dans l'encadrement. Elle était vieille, très vieille, d'un âge difficile à évaluer, pas parce qu'elle semblait jeune, mais parce qu'au-delà d'un certain seuil, le temps cesse de laisser des marques supplémentaires sur un visage et laisse seulement une impression de permanence, comme si cette personne avait toujours eu cet âge et ne pourrait jamais en avoir un autre. Elle portait une robe noire aux manches longues, d'un style qui n'était plus de mode depuis de nombreuses années. Ses cheveux blancs étaient rassemblés en un chignon serre sur la nuque. Ses mains sur ses genoux étaient les mains d'une très vieille femme, fines, les veines apparentes, les articulations noueuses. Mais ses yeux étaient d'une clarté et d'une acuité qui n'allaient pas du tout avec le reste. Des yeux gris clairs, presque translucides, qui regardaient Armand avec une attention totale, sans une once de surprise. « Je savais que vous viendriez, » dit-elle. « Asseyez-vous. » Sa voix était basse, un peu rauque, la voix de quelqu'un qui ne parle pas souvent, mais parfaitement distincte. Armand entra dans la pièce. Il s'assit sur le bord du canapé, recouvert du drap blanc, le plus loin possible du fauteuil où elle se trouvait. Il réalisa qu'il serrait encore sa lanterne dans sa main, inutile maintenant que la lampe à huile éclairait la pièce. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je suis Marguerite Vauclair, » dit-elle simplement. « C'est ma maison. » Ce qui suivit fut une conversation qui dura, selon Armand, environ 1 heure. Il ne put jamais en rapporter les détails avec précision. Non pas parce qu'il avait oublié. Au contraire, chaque mot de cette nuit-là resta grave dans sa mémoire, avec une netteté douloureuse. Mais parce que certaines choses résistent à la transcription. Elle lui dit qu'elle vivait dans cette maison depuis toujours, qu'elle n'en était pas partie la nuit de l'affaire, qu'elle y était restée. « Mais on dit que la maison est vide depuis 20 ans, » dit Armand. « Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. La maison a toujours été habitée. C'est moi qui ai toujours été là. » Il lui demanda comment elle se nourrissait. Elle regarda la bouteille de lait vide qui était posée sur le bord de la table basse, proprement rincée, comme toutes celles qui avaient disparu depuis des mois. « Le lait me suffit, » dit-elle. « J'ai peu de besoin, désormais. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, le mot « désormais », qui fit se contracter quelque chose dans la poitrine d'Armand, comme si ce mot contenait une histoire entière qu'elle n'avait pas besoin d'expliquer davantage. « Pourquoi m'avoir invité ?» demanda-t-il. Elle le regarda pendant un long moment avant de répondre. « Parce que ce ne sera plus possible encore longtemps. Et parce que quelqu'un doit savoir. » Elle lui parla pendant 1 heure, peut-être plus. La lampe à huile brûlait sans vaciller, alors qu'il n'y avait pas de huile visible dans le réservoir, une chose qu'Armand remarqua et nota mentalement en ajoutant à la liste des choses inexplicables de cette nuit. Marguerite Vauclair lui raconta l'histoire de sa famille, leur arrivée dans le village 2 générations auparavant, la prospérité des premières années, le mariage de ses parents, la naissance de ses 2 frères, la sienne, l'enfance dans cette maison grande et lumineuse quand le jardin était entretenu et que les rosiers fleurissaient chaque printemps, puis les mauvaises années, les dettes, les disputes, la nuit où son frère N, Gustave, avait eu un accident, une chute dans l'escalier que certains avaient murmuré ne pas être tout à fait un accident, la mort qui avait suivi 2 jours après,
l'atmosphère empoisonnée qui s'était installée dans la maison, la décision de sa famille de partir, tous, sauf elle. « Pourquoi vous êtes-vous resté ?» demanda Armand. « Parce que Gustave était reste, dit-elle, et je ne voulais pas le laisser seul. » Armand l'avait regardé sans comprendre tout à fait. « Votre frère est toujours dans cette maison ?» Elle ne répondit pas directement. Elle regarda vers le plafond, vers les moulures couvertes de toiles d'araignée, avec une expression qui n'était pas de la tristesse exactement, quelque chose de plus calme que la tristesse, quelque chose qui ressemblait à l'acceptation d'une réalité sur laquelle on a eu des années pour travailler. « Certains ne partent pas, dit-elle simplement, surtout ceux qui sont partis trop vite, trop brutalement, sans avoir eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Ils restent, ils attendent, et quelqu'un doit rester avec eux. » Armand pensa à la perturbation lumineuse qu'il avait vue la nuit précédente devant la porte. Il pensa à la froideur de l'enveloppe. Il pensa à 20 ans de bouteilles de lait disparues sans explication. « Le lait, dit-il lentement. Ce n'était pas pour vous. » Elle le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la surprise. La première vraie émotion qu'il voyait sur son visage depuis qu'il était entré dans la pièce. « Non, dit-elle. Gustave aimait le lait, depuis toujours. Chaque matin, avant l'école, il en buvait 2 grands verres. C'était sa façon de commencer la journée. Et depuis, il continue. Les habitudes survivent à tout, monsieur, même à la mort. Armand ne sut pas quoi dire. Il y a des moments où les mots que l'on a appris pour décrire le monde se révèlent insuffisants. Des moments où la réalité déborde le cadre du langage et où l'on reste là, dans le silence, à tenir l'écart entre ce qu'on croyait possible et ce qu'on vient de comprendre. C'était un de ces moments. Il finit par demander, d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu, « Et vous? Depuis combien de temps êtes-vous ici, dans cette pièce ?» Elle sourit. C'était le premier sourire qu'il lui voyait, et c'était un sourire étrange, pas triste, pas joyeux, simplement ancien, comme un sourire appris si longtemps auparavant qu'il avait perdu toute connexion avec l'émotion qu'il avait produit la première fois. « Depuis la nuit où ma famille est partie, dit-elle. Depuis 23 ans. » Armand calcula rapidement. 23 ans dans cette maison sans lumière, sans feu, sans contact avec l'extérieur, sans nourriture, puisqu'elle venait de lui dire que le lait était pour son frère. Il regarda ses mains sur ses genoux, ses mains fines et immobiles. Il regarda ses yeux gris clairs, cette clarté qui n'allait pas avec le reste. Et il comprit. Il y a des vérités qui arrivent par étapes, comme une marée qui monte lentement et qui finit par recouvrir ce que l'on croyait être du terrain ferme. Ce n'est pas un seul fait qui bascule votre compréhension du monde, c'est l'accumulation de petits détails, chacun anodin pris séparément, qui forment ensemble quelque chose d'irréfutable. Armand les compta mentalement, ces détails, l'un après l'autre, la froideur de l'enveloppe, la lampe à huile qui brûlait sans réservoir visible, l'absence totale de signes de vie ordinaires dans la pièce, pas de nourriture, pas d'eau, pas de couverture, rien qui indique qu'un corps humain avait besoin de se nourrir, de se réchauffer et de dormir. Le manteau dans le couloir, ce manteau de femme, long et noir, accroche au porte-manteau comme si sa propriétaire venait de rentrer, quand en réalité personne n'était sorti de cette maison depuis des dizaines d'années. Et surtout, le fait qu'il n'y avait pas une seule trace de pas dans la poussière qui couvrait le sol de la pièce. Ni les siennes, qu'il aurait dû laisser en entrant, ni les siennes à elle. Aucune trace. Comme si ni lui ni elle n'avaient de poids. Armand posa lentement sa lanterne sur la table basse, à côté de la lampe à huile. Il regarda Marguerite Vauclair dans les yeux. « Vous n'êtes plus en vie, dit-il. Ni vous, ni votre frère. Ce n'était pas une question. C'était une constatation, formulée avec la même voix calme qu'il utilisait pour annoncer que le bois était pourri ou qu'une poutre était à remplacer. Une constatation professionnelle. Elle ne nia pas. Elle inclina légèrement la tête dans un geste qui tenait autant de l'acquiescement que d'une reverence. « Je suis morte 6 mois après que ma famille soit partie, dit-elle. C'était l'hiver. Je n'avais plus de bois pour chauffer la maison. Je n'avais plus rien. » Elle dit cela sans dramatisme, sans apitoiement sur elle-même, comme on dit un fait météorologique. « Et vous êtes resté. Et je suis resté, pour Gustave. » Il n'avait personne d'autre. Un long silence s'installa dans la pièce. La lampe à huile brûlait sans bruit. Quelque part, au-dessus de leur tête, dans l'étage de la maison, Armand crut entendre «
ou plutôt percevoir d'une façon qui n'était pas tout à fait auditive, une présence. Pas un bruit, juste une conscience diffuse qu'il y avait quelqu'un là-haut. Gustave Vauclair, mort depuis 23 ans dans cette maison, attendant chaque matin sa bouteille de lait. Armand pensa à Édouard Martel, qui traversait chaque matin la rue silencieuse avec sa charrette et sa jument grise, et déposait son lait devant cette porte sans jamais savoir à qui il le destinait. Il pensa aux générations de laitiers qui avaient fait la même chose avant lui, en inscrivant Vauclair, une bouteille dans leur registre comme une évidence. Il pensa aux bouteilles vides que personne ne voyait jamais disparaître. Il pensa à 20 ans de lait bu par un mort qui aimait commencer sa journée avec 2 grands verres. Il se demanda si l'habitude était la chose la plus puissante qui existait. Plus puissante que la mort. Plus puissante que le temps. Un geste répète assez souvent, assez longtemps, finissant par creuser un sillon si profond dans le monde qu'il persistait même quand la main qui l'avait créé n'existait plus. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Vous avez dit que ce ne serait plus possible longtemps. Qu'est-ce qui va changer ?» Elle hésita pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. Ses mains bougèrent légèrement sur ses genoux, un frémissement presque imperceptible. « Gustave commence à partir, » dit-elle enfin. « Je le sens depuis quelques semaines. Il s'affaiblit. Ce qui le retenait ici, cette habitude, ce rituel du lait du matin, commence à se dissoudre. Bientôt il sera vraiment parti. Et alors, il n'y aura plus rien pour me retenir non plus. » Elle regardait la bouteille vide sur la table basse. « Je voulais que quelqu'un sache, dit-elle, que quelqu'un comprenne pourquoi cela s'est passé ainsi, que pendant tout ce temps, ce n'était pas un mystère, ni une malédiction, ni une présence maléfique. C'était juste un frère qui aimait le lait, et une sœur qui ne voulait pas le laisser seul. » Armand resta dans cette pièce jusqu'à ce que la lumière de l'aube commence à filtrer sous les volets. Il ne sut pas exactement à quel moment Marguerite Vauclair cessa d'être là. Il ne la vit pas partir. Il ne l'entendit pas partir. À un certain moment, entre une phrase et la suivante dans ses propres pensées, il réalisa simplement que le fauteuil en face de lui était vide, que la lampe à huile s'était éteinte, que la pièce était redevenue une pièce abandonnée, couverte de poussière, froide, silencieuse, avec ce parfum de fleurs mortes qui flottait dans l'air immobile. Il se leva, il traversa le couloir, il s'arrêta devant le porte-manteau. Le manteau de femme n'était plus là, il sortit dans le jardin. Le ciel, à l'est, était rose et gris, et les oiseaux commençaient à s'animer dans les arbres. L'air sentait la terre humide et l'automne. Il traversa le jardin, poussa le portail qui grinça une dernière fois, et au moment où il posait le pied sur le pave de la rue principale, il entendit dans son dos le bruit qu'il attendait sans le savoir. Un claquement sourd, définitif, comme une porte qui se ferme pour de bon. Il ne se retourna pas. Le lendemain matin, Édouard Martel fit sa tournée comme d'habitude. Il traversa les ruelles de Saint-Gilles avec sa jument grise et ses bouteilles de lait frais. Quand il arriva devant la maison Vauclair, il s'arrêta. Il regarda le seuil de pierre devant la porte. Il regarda son registre. Puis, il regarda le seuil à nouveau. Et pour la première fois depuis aussi longtemps qu'il pouvait s'en souvenir, pour la première fois depuis que son père lui avait transmis cette tournée et ce registre, il ne déposa pas de bouteille. Il ne sut pas pourquoi il fit cela. Il n'y avait pas eu de raison précise. Juste une certitude tranquille installée quelque part dans sa poitrine que la livraison n'était plus nécessaire, que le destinataire n'était plus là pour la recevoir. Il repartit avec sa charrette. La douce trottait sur l'épave mouille par la rosée du matin. Derrière lui, le seuil de pierre de la maison Vauclair était vide pour la première fois depuis 20 ans. Armand Leclerc ne parla jamais à personne de ce qu'il avait vu cette nuit-là. Pas à Hortense, pas aux hommes de la soirée chez le boulanger, pas à Théodore Caillet qui lui posa la question le lendemain avec l'insistance d'un homme qui croit encore que le monde a des explications simples. « Alors, tu trouves ce qui prenait la bouteille ?»« Un vieux chat du voisinage, dit Armand. Il passait par un trou dans la palissade du fond. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Théodore parut satisfait. « Un chat. » Voilà qui était raisonnable. La rumeur circula dans le village. On parla du chat pendant quelques jours, puis on parla d'autre chose. Et peu à peu, comme toutes les histoires dont la conclusion est décevante, le mystère de la bouteille de la maison Vauclair se dissipa dans les mémoires. Seul Armand continuait d'y penser, certains soirs, quand il s'asseyait sur le pas de sa porte,
après le dîner et regardait le bout de la rue principale, là où la maison au volet gris se fondait dans l'obscurité. Il pensait à une sœur qui était restée pour ne pas laisser son frère seul, à une fidélité qui avait traversé la mort et 20 ans de silence et d'abandon. Il pensait que si c'était cela, une hantise, pas une malédiction, pas une terreur, juste une forme d'amour trop en tête pour s'en aller, alors le monde était peut-être un endroit plus étrange et plus doux qu'il ne l'avait cru. Il rentrait chez lui, il embrassait Hortense, il montait se coucher, et chaque matin, sans tout à fait savoir pourquoi, il se réveillait quelques minutes avant l'aube et écoutait le bruit de la charrette d'Édouard sur l'épave, pour vérifier, pour s'assurer que certaines choses, au moins, continuaient d'aller à leur place dans l'ordre du monde. Saint-Gilles-des-Brumes, octobre 1901. Certains noms ont été changés pour protéger le souvenir des personnes concernées. Cette histoire est vraie.